Ce soir, nous avons donc l'équipe des Bas-Fonds qui est avec nous et qui va donc parler de ce spectacle qui se joue encore ce soir et demain soir dans le Grand Amphithéâtre et qui vont évoquer leur travail et qui répondront aussi à vos questions à ce sujet ou à l'ensemble d'un travail. Nous avons aussi donc Éric Lacascade qui est avec nous et qui est le metteur en scène, chef de troupe, on ose dire ce mot-là, ça vous va ? Metteur en scène, très bien. Et Carole Giudicelli qui est ici et qui a accompagné Éric Lacascade dans la fabrication de ce livre dont je vous recommande vivement la lecture parce qu'il est passionnant. On comprend une méthode, on suit un parcours, on a toutes sortes d'informations sur le rapport à la scénographie, le rapport aux acteurs, la passion de la pédagogie qui aussi anime Éric Lacascade, semble-t-il, et puis la préparation des spectacles. Et donc, je pense que c'est autour de cela qu'on pourra peut-être commencer à discuter, et peut-être que Carole, dans ce cas-là, nous aidera à trouver les bonnes questions pour expliquer le rapport au texte, la construction des personnages et la fabrication ou le suivi d'un spectacle. Voilà le projet. Et donc, si vous voulez bien, j'ai juste une question toute simple. Le fait d'être en plein air, c'est la première fois pour ce spectacle-là, les Bas-Fonds de Gorky. Et est-ce que c'est quelque chose qui change quoi que ce soit, qui perturbe ou qui au contraire apporte quelque chose de fort pour les spectateurs? Je peux vous garantir que c'est fort. Que c'est fort. Après, vous. Oui, ça change dans la manière et le ressenti dans la manière de jouer et dans ce qu'on ressent quand on joue. C'est des choses très différentes que quand on joue en salle. Donc c'est une expérience que moi personnellement j'aime beaucoup. Je sais aussi qu'il y a certains d'entre nous qui aiment beaucoup. Alain par exemple, il aime beaucoup, il me disait hier qu'il aimait beaucoup jouer en plein air. C'est très agréable de passer de la salle au plein air. Après un spectacle qui se crée, qui se joue, qui se monte en plein air en théâtre de rue, on pourrait dire, c'est différent. Mais tout d'un coup, enlever le plafond de la salle de théâtre et enlever aussi pour les spectateurs, c'est une expérience que moi j'apprécie énormément. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe de monter un spectacle pareil? Alors je parle pas de Gorky, les Bas-Fonds. Vous avez joué déjà plusieurs pièces de Gorky, vous avez joué plusieurs pièces de Tchekhov ou travaillé sur ce matériau-là. Comment ça se passe par rapport au texte, par rapport à la composition du spectacle et sur quelle durée? Quelqu'un veut répondre? Comment on travaille Arnaud, tu veux répondre? Oui. Bonjour. Alors, on travaille de la manière suivante qui est à peu près reconduite depuis une bonne trentaine d'années par Éric. C'est-à-dire que, et donc par nous, puisqu'on est un certain nombre à jouer dans ces spectacles-là depuis plus de 10 ou 15 ou 20 ans. Donc Éric prend un texte, il prend toutes les traductions qui existent, il en fait une adaptation. Ça, c'est la première des choses. Une adaptation où sont enlevées toutes les didascalies et tous les éléments qui pourraient être trop précis sur la nature, sur l'époque, sur je sais pas les calèches. S'il dit je viens en calèche, il va garder je suis venu après, ou je sais pas quoi, je suis venu après dîner. Il va pas dire je suis venu après dîner avec ma calèche. Voilà. Donc ça, c'est une version qui nous arrive comme ça à nous autres les acteurs. Donc sans les didascalies. Ensuite, deuxième phase, Éric va écrire des notes qui vont diriger une phase dans laquelle nous, les acteurs, on est très actifs pour le coup, qui s'appelle les explorations. C'est-à-dire, il va dire, voilà, prenons une scène des Bas-Fonds, là, la première scène des Bas-Fonds, que peut-être certains d'entre vous ont vu hier soir. Donc, il va dire, tout le monde est contre Kletch. Voilà, Kletch travaille, ça embête tout le monde, donc je veux voir une exploration où tous les acteurs, tous les personnages ont quelque chose, en veulent à Kletch. Très bien. Deuxième exploration possible, les personnages sont complètement indifférents. Enfin, les personnages, on dit pas personnages, bref. Enfin, on est indifférent à Kletch.
troisième exploration, là je dis un peu, j'invente, mais on est tous sur Anna qui est malade et on va prendre soin d'elle, etc. Et donc nous, par petits groupes, on fait ces espèces d'improvisations qui n'en sont pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en 1h30, 2 heures, on invente une scène qui prend radicalement le parti pris qui a été énoncé dans le petit cahier de notes d'Éric. Et voilà. Et à partir de là, vous imaginez bien, vous avez 5 ou 6 traitements de la même scène, chaque traitement étant extrêmement radical. Et à la fin, la scène qui est composée, c'est pas seulement un mélange de toutes ces radicalités-là, mais ça a à voir avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a fait, on peut dire, une espèce de dramaturgie active, quoi. Ce qu'on aurait passé peut-être beaucoup de temps à étudier quels étaient tous les sens dans le texte, etc., d'un travail à la table, et ben ça s'est transformé dans un travail de répétition, où les actrices et les acteurs sont vraiment en création, quoi, en invention. Et puis voilà. Et puis ça crée un esprit de répétition qui, je pense, ne manque pas de se voir. En tout cas, c'est ce que nous disent les spectateurs qui aiment notre travail, c'est de dire on sent entre vous quelque chose de particulier, etc. Et je pense que cette chose particulière, elle a certainement à voir avec cette manière dont on répète et cette manière dont on a d'échanger tous les jours autour de notre travail, et donc d'être mobile dans les rôles, puisqu'évidemment, quand on fait des explorations, on ne joue pas forcément le rôle pour lequel on a été distribué. On passe dans tous les rôles, et donc ça rend humble et voilà, et ça met ce qu'on a à partager est au centre, ce qu'on a à construire ensemble est au centre de la préoccupation de la répétition. Oui, je rajouterais juste que le scénographe est là en permanence aussi pour travailler sur un dispositif qui a été établi au départ entre lui et moi, mais qui est modulable, qui peut évoluer pendant les répétitions, ainsi que la lumière et le son qui sont là aussi en permanence pour faire des propositions personnelles après discussion avec moi ou mes collaborateurs. Donc tout ça pendant 2 mois et demi. Et alors? Et une fois que vous avez fait tout ça? Une fois qu'on a fait tout ça, arrive ce qu'on appelle la première représentation. Donc on joue. Enfin, c'est avant pour... oui, peut-être vous dites il manque la phase après les explorations. Donc ça c'est le montage. On revient au début de la première scène du spectacle, et fort de ce qu'a expliqué Arnaud, on prend un schéma ou un des schémas, ou un schéma qui va être l'agencement des différents schémas, et après on passe au suivant, à la scène suivante, et ainsi on progresse jusqu'à la fin de la pièce pour arriver à avoir l'ensemble de ce qu'on appelle la structure de la pièce, l'ensemble du parcours des différents rôles qui composent la pièce. Et là-dessus, doucement, on arrive à la première du spectacle. Et bien sûr, c'est aussi un spectacle. Les spectacles qu'on fait, on considère qu'on les travaille en représentation, qu'on les poursuit, qu'on continue à les interroger. Non pas que les acteurs changent des choses de manière, je dirais, intuitive, ou tiens, j'ai envie d'essayer ça. Mais des petites choses de rapport qui peuvent se trouver, on en parle après, j'ai trouvé ça, j'ai vu que tu avais fait ça, puisque moi je regarde le spectacle où mon assistante la regarde et prend des notes. Donc on travaille la représentation jusqu'à épuisement de la tournée. Oui, il me semble aussi qu'il y a un point très important dans le travail, c'est que c'est pas un travail qui se fait en 4 ou 6 semaines ou 8 semaines. C'est un travail qui est beaucoup plus long de maturation, qui se fait déjà le travail de préparation du texte que tu fais. Il dure vraiment des mois, il passe par des étapes de confrontation, des lectures,
Et puis même le processus de travail avec les acteurs, il n'est pas limité. Enfin, je pense qu'il est. Tu fais un spectacle tous les 2 ans, 3 ans. Enfin, tu n'enchaînes pas les spectacles. Est-ce que tu peux parler de cette maturation là qui se fait, et aussi de la place que tu accordes aux spectateurs en fait dans ce processus? Donc, comme le dit Carole, je passe à peu près 6 mois tout seul à la table, pendant 3 mois sur le texte et pendant 3 mois pour préparer ce dont parlait Arnaud, le cahier de répétition que je vais proposer après aux acteurs. Donc voilà, il y a 6 mois de travail effectif. Après, il y a tout ce temps de rêverie et voilà qui est autre, mais en tout cas 6 mois entre 4 et 6 heures par jour à la table de travail chez moi. Et puis après arrive le premier jour des répétitions. Et pour ce qui est de... C'était quoi là, la suite de la question? Puis il y a une alors voilà, et puis il y avait une phase de test aussi. Je pense que tu m'avais dit qu'il avait fait une première mouture des bas-fonds, que tu avais fait travailler avec les élèves, qui avait été donné en lecture, et ça aussi c'est quelque chose qui va nourrir, je crois, l'approche du texte. Alors je sais pas ce que tu penses. Là c'était un peu particulier, c'est-à-dire que comme je suis en même temps directeur pédagogique de l'école du TNB et que j'étais sur cette matière des bas-fonds, j'ai proposé aux élèves d'en faire une lecture de l'adaptation que j'avais réalisée, donc ça a eu lieu et évidemment j'ai corrigé, j'ai rectifié des choses à l'oreille, à la sonorité, aux réactions des élèves entre eux et au public qui assistait à la lecture. Pour ce qui est de la place du spectateur, elle est fondamentale. Elle est un spectacle, c'est en théâtre, c'est un acteur, un spectateur au minimum. Après, on peut se passer de tout le reste. C'est ça qui définit le socle du théâtre. Donc, j'ai envie d'incorporer très vite les spectateurs au travail. C'est-à-dire qu'on ouvre les répétitions. On ouvre les répétitions, je dirais, dès la première semaine. Il y a régulièrement des gens qui viennent regarder le travail, alors de plus en plus, parce qu'on est de plus en plus sollicité par des universitaires, par des chercheurs, par des groupes, par des gens en formation. Donc, je limite un peu la présence. Il y a pas plus de 10, 15 personnes, surtout qu'on répète en général dans des espaces assez proches, acteurs-spectateurs, au début, hein, avant d'aller vers des espaces où les plus grands, où il y a 800 personnes, ou des lieux comme celui dans lequel on joue ce soir. Et donc voilà, dès le début, les gens sont là. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de consignes. Ils peuvent pas applaudir ou crier encore ou dire plus fort ou donner des encouragements aux acteurs ou ils ont voilà un certain silence qui est requis et puis une certaine présence aussi. On peut pas juste venir un quart d'heure, boire un café et puis après repartir et revenir 10 minutes. Donc je demande à ce que les gens restent au moins 2 heures ou 3 heures. Et après, au bout de 3 semaines ou 4 semaines ou 5 de travail, on montre un premier état d'ébauche d'une partie du spectacle qu'on a commencé à construire, de la structure, ce qu'on a fait avec les bas-fonds. Au bas-fond, on a joué une après-midi, on a joué 3 fois les 2 premiers actes. Donc une fois à 15h, une fois à 18h, une fois à 21h, avec le public qui changeait. Et en donnant des consignes aux acteurs, je donnais des consignes différentes sur chaque filage. Et après, on a discuté avec les spectateurs. Qu'est-ce qu'ils avaient senti, qu'est-ce qu'ils avaient compris, qu'est-ce qui était opaque, Donc j'aime cette relation acteur-spectateur. Si elle n'existait pas, ben voilà, ce serait que je ferais autre chose que du théâtre, de la peinture ou des arts plastiques. Donc je veux la mettre en branle immédiatement. Elle m'est nécessaire et elle est nécessaire au travail que je mène, à l'œuvre que je mène. Il y a nécessité voilà, ça fait partie des couleurs du tableau à réaliser, la présence des spectateurs. Oui, une mini question encore sur le texte justement. Donc il n'y a pas une traduction non, il y donnée, en a 5. Voilà, et vous travaillez dessus et en enlevant les mots qui vous paraissent devoir enlever, enfin voilà, la calèche ou je ne sais trop quoi. Est-ce que c'est pour laisser à ce texte-là la possibilité de se rapprocher de nous, de notre époque, sans ou est-ce que c'est aussi pour rendre plus rapide un texte qui, par exemple, pourrait sembler un peu lent
dans Non, sa c'est pas pour version. rendre plus rapide. Non, c'est vraiment pour le rapprocher de notre époque. Oui. Et mais je m'interroge pas nécessairement uniquement je m'interroge pas uniquement sur le mot calèche ou Oui, oui, je pense. je m'interroge sur le mot rapide aussi. D'accord. Est-ce qu'on va dire vite? Est-ce qu'on va dire efficace? Est-ce qu'on va dire net? Et là, je prends à chaque fois 10 minutes sur chaque mot. Donc chaque mot rentre vraiment, je dirais, dans ma matière personnelle corporelle, puisque j'écris aussi au stylo. J'ai pas. Donc je me réapproprie le texte et en fait à la fin c'est comme si je l'avais écrit moi-même. Oui, oui. C'est un exercice psychologique pour moi. C'est bien, comme ça. Tchekhov et Gorky, c'est vous. Non, non, puisque vous avez beaucoup travaillé sur ces Enfin, auteurs-là. Du moins oui, pour ce qui est de ce spectacle. Oui, je comprends. Pour le reste, moins. Et au moment des répétitions, est-ce que le texte est en main dans des brochures ou est-ce que vous le connaissez? Il est su par les acteurs pour pouvoir lancer ces explorations de manière très nette. Souvent. La plupart du temps. Non, il est su. Il y a quelqu'un qui pourrait nous parler de ce travail justement de préparation aussi dans l'équipe là d'acteurs. Kletch, tout le monde lui en veut. Alors quel effet ça fait? Pour nous, c'était la première expérience comme ça de travail sur un texte avec Eric, puisque à l'école, en fait, on a beaucoup travaillé sur des matériaux non dramatiques. En tout cas, en ce qui me concerne, ça a été plus des lectures. Il y a une espèce de bibliographie, de fond de bibliographie qui s'est constituée. Et donc, ça a été plus des lectures sur le contexte, sur le propos, par exemple, il y avait une lecture qu'avait proposée Arnaud Churin, qui était « Pourquoi êtes-vous pauvre ?» de Vollmann. Donc, ça va plus être un espèce de travail de documentation. Mais après, sur le rôle en soi, ça va plus être une lecture, un peu une espèce de compréhension des enjeux, mais comme on sait qu'on va explorer plein de choses différentes sur ce même rôle, et que même les camarades qui vont faire l'exploration sur notre rôle aussi vont proposer plein de choses différentes. Enfin, je sais qu'en tout cas pour ma part, il y avait une volonté ou un besoin de pas trop fixer les choses à l'avance, mais de rester assez souple et plastique à ce qui peut se proposer, puisque donc Eric va arriver le premier jour des répétitions avec toute une proposition d'enjeux ou de possibilités ou de choses comme ça. Et donc voilà, c'est plus avoir une compréhension globale du texte, un peu de compréhension des enjeux autour, et après pouvoir rester souple, d'autant qu'on travaille nous-mêmes aussi sur d'autres rôles en exploration. Et peut-être que c'est bien d'avoir peut-être le point de vue d'une des deux personnes qui travaillent depuis très longtemps avec Eric, donc Christophe ou bien Alain. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans le travail que vous avez ressenti au fil des années, une évolution dans le travail sur le plateau, dans les explorations, ou bien dans le rapport au texte ou la place du texte? Une évolution, oui, de façon un peu naturelle. Je veux dire, on a maturé un peu ensemble, en fait. Donc c'est un processus qui est pas fixe et qui se colore un petit peu avec en profondeur, j'allais dire, même si la structure est un petit peu la même. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, quand on arrive en répétition avec Eric, nous les historiques, il y a un langage qui est absolument compris, physique et intellectuel, et même on est même capable de deviner ce que Eric ignore lui-même dans les propositions, parce il y a une espèce de connivence, une chose qui est donc voilà. Mais par rapport au bas-fond, par exemple, moi j'ai envie de parler de la joie, parce que d'un coup, ce type de travail-là met l'acteur en joie, parce qu'on peut explorer justement des domaines très très variés. On peut retrouver le fondement du jeu de l'acteur qui est le ludique, au sens enfantin du terme, vraiment. On joue avec des personnages, on joue dans des situations, on joue à monter des enjeux, et je crois que pour les bas-fonds, pour cette thématique-là, c'était absolument salutaire qu'on travaille dans cet esprit de joie, sinon on se serait écrasé sur le bas-fond. Et vraiment, je pense, on serait noyé dans les abysses. Donc voilà, par exemple, ça,
Ce qui n'a pas toujours été le cas, enfin, mais ça tient aussi à la pièce. Voilà. Il y a une chose qui est, tu parles de joie, mais c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup dans cette période de répétition et de création. Il y a une chose qui est assez formidable aussi pour chacun de traverser tous les rôles. Parce que bon, on sait quel rôle on va faire, mais on a un truc sur les épaules qui est assez lourd quand même. Et il y a une chose qui est, moi, que je trouve formidable, c'est une scène, voilà, on joue une scène à 3, les 3 protagonistes vont explorer cette scène-là, mais il y a 4 autres groupes à côté 2-3 personnes qui vont explorer ça aussi. Mais eux, ça va pas être leur rôle, ils en ont un autre. Donc ils sont libres, mais vous pouvez pas savoir comme la légèreté que ça donne. Et donc il y en a qui se barrent, mais vraiment dans des trucs gore. Il y en a qui se barrent dans des trucs, c'est carrément de la comédie musicale ou je sais pas quoi, avec des effets, mais on se marre quoi. Mais et à la limite, les protagonistes sont plus coincés parce que ça va être leur rôle. Voilà. Mais ça fait tellement de bien de voir les autres se marrer avec un truc qui est déjà un peu un carcan ou un peu lourd pour d'avoir ce rôle. Moi, je vais faire Luca. Oh là 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 là. Est-ce que voir les autres faire ça voilà, il y a de la légèreté et de la joie. Il y a eu beaucoup. Ça a été très très idyllique cette période de répétition, je trouve, avec les jeunes aussi. Et pour finir, effectivement, ce qui fait lien dans nous tous, ce qui est le plus important, en fait, c'est ce que vous voyez pas. Je veux dire, c'est toutes les choses qu'on a faites, que nous on sait, et qui frisent dans l'œil à chaque fois qu'une réplique est dite, qu'un mot manque parce qu'il a été répété 50 fois en répétition, et que là on a dit, finalement on le garde pas, mais on l'entend tous dans la tête ce mot-là, ou plein de micro-choses comme ça qui nous soudent de façon absolument fondamentale et hyper solide. Et en fait, et je crois moi fondamentalement que finalement c'est ça que vous venez voir. Enfin, je veux dire, c'est ça que voit le spectateur. C'est ce qu'on a, tout ce qu'on a exploré et tout ce qu'on retient en fait. Et on raconte l'histoire, mais avec toute cet iceberg en dessous. Et la partie émergée que vous voyez n'existerait pas s'il n'y avait pas cette masse immense en dessous, invisible, mais qu'on sent et que vous sentez bien sûr. Je pense que c'est ce qui fait une grande qualité des spectacles d'Éric. Voilà. Peut-être c'est pas facile à comprendre pour vous que quand on a distribué dans un rôle, c'est lourd ou c'est angoissant, et le fait de voir d'autres camarades le jouer, ça libère, ou ça donne, quand ces camarades le jouent, le fait qu'ils aient pas la pression de. Si vous êtes parents, par exemple, si vous êtes, j'imagine tous peut-être un peu parents, on a des, il y a mes parents qui sont là, pour ça je vais le dire. On a par exemple des clichés un peu de dire comment l'enfant doit être éduqué, tatati, tatala, faut pas faire, faut faire ça. Et puis si l'enfant il est donné à des gens qui sont pas parents, un couple, tout d'un coup eux ils vont aussi inventer peut-être une autre manière d'être avec l'enfant, parce qu'ils n'ont pas la responsabilité du gamin, ce qui est normal, hein, parce que c'est lourd comme responsabilité. Et donc si vous les voyez agir, ces gens, vous dites oui putain il est pas obligé de faire ça, ou il lui dit pas ça, ou c'est intéressant parce qu'ils ont, voilà, donc nous ce serait un peu ça peut-être, de cette responsabilité par rapport au rôle qui grandit en nous comme un enfant grandit, de pouvoir dire voilà, ceux qui n'ont pas cette responsabilité là, ils vont inventer une autre façon, d'autres rapports à ce rôle, à cet enfant qu'on a à l'intérieur, par exemple. Je rajoute, peut-être ça va pas vous intéresser, mais peut-être oui. Je rajoute que dans le théâtre que l'on pratique, qui est quand même un théâtre de texte, un théâtre avec des pièces, c'est assez rare de lier ce type de répétition-là avec le fait de faire un training tous les jours. Et donc Éric, depuis toutes ces années aussi, tient beaucoup et encourage, enfin essaye d'animer quelque chose qui autour d'un échauffement commun. Et je pense que ça, dans la partie de l'iceberg dont tu parlais, le fait de se donner tous les jours une pratique commune qui n'est pas exactement
des minutes utiles dans la répétition du spectacle, mais des minutes qui sont fondamentales pour nous, pour je sais pas quoi, la détente, l'être ensemble, etc. Je pense que c'est assez rare et ça aussi se voit, je pense. Vous venez d'expliquer, monsieur, qu'il y avait cette construction avec ce training quotidien, comme si c'était une construction progressive en profondeur. Et la partie en dessous de l'iceberg, et puis on voit ça. Moi, je l'ai ressenti déjà au premier spectacle que j'avais vu de vous, il y a 21 ans, je crois, Platonov, à Avignon. Et cette espèce de puissance par-dessous. Et c'est ça qui me fascine, parce que je sens cette puissance par-dessous avec le texte. C'est vrai que c'est des textes puissants, hein. C'est du texte où il y a du soubassement, quoi, où il y a de la matière. Donc ça tient à notre méthode de travail qu'ont bien raconté les camarades, mais aussi à ce souffle de ces pièces formidables qui sont des épopées, qui nécessitent beaucoup d'engagement de l'acteur, où il faut y aller, comme on dit, et c'est des pièces Platonov comme celle-là où l'acteur est quasiment coproducteur du spectacle avec le metteur en scène. Alors, donc, est-ce que tu peux dire un mot de ce que tu ressens par rapport à l'écriture de Gorky? Parce que avant que tu commences à avoir ce projet de mettre en scène Les Bas-Fonds, tu avais évoqué plusieurs pièces. Tu m'avais parlé de Shakespeare, tu avais même parlé de Topaz, tu avais parlé des Enfants du Paradis, enfin beaucoup de possibilités. Et puis finalement, tu as été comme attiré de nouveau, magnétisé par l'écriture de Gorky. Est-ce que tu peux parler de ce rapport très particulier? Parce que Gorky, c'est un auteur qui est très peu monté en France. Qu'est-ce qui fait que c'est un auteur qui te parle autant? Alors là, qu'est-ce qui te séduit, enfin, dans cette écriture, je sais pas. Dans ces situations Les situations telles qu'elles sont, telles qu'elles se déploient dans la pièce, la multiplicité des personnages et à travers la multiplicité des personnages, organiquement, la multiplicité à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils sont, ou leur opacité. Ce qui nous a passionnés avec Luca, c'est par exemple qu'il est multiple, mais pour Satine aussi, ou pour Nastia aussi, et pas qu'il n'est pas univoque, que c'est pas un cliché d'être. Et en ce sens-là, je dirais que c'est des vrais gens plutôt que des personnages de théâtre. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, d'étudier les vrais gens sur le plateau en situation. Je parle d'études parce que c'est vraiment ce qu'on fait. On regarde une situation, on dit comment elle se passe, comment ça respire, comment ça bouge, comment ça se touche, quelle passion ça engendre, quelle maladie ça génère, quelle résolution ça donne, quel plaisir ça prend. Cette situation-là, on est comme dans un laboratoire de vie. On fait un spectacle un théâtre qui est un peu un laboratoire de vie, parce qu'il y a des spectacles qui imitent la vie ou le théâtre qui imite la vie, puis il y en a d'autres qui l'étudient. Nous, on est plus du côté de l'étude que de l'imitation. Les deux étant possibles, hein, j'ai pas de jugement. Mais disons, nous, notre travail, c'est plutôt l'étude de la vie. Et Gorky donne cette matière-là. Donc, et Les Bas-Fonds, moi, il y avait longtemps que je l'avais sur mon bureau, et 20 ans au moins. Et c'est vrai que je tourne autour, je rêve et je me dis, je pourrais, comme on dit, un voyage, on pourrait aller là, on pourrait aussi aller là. Là, je suis en train de préparer mes vacances, je me dis, je pourrais aller là, on pourrait aussi aller. Je sais exactement où je vais aller, mais je me permets de rêver à d'autres destinations. C'est un peu pareil avec la pièce que je choisis. Je sens intuitivement où je veux aller, mais déjà le fait de me dire tout est possible me donne la sensation que non, justement, tout n'est pas possible et une chose s'impose. Et là, c'est Les Bas-Fonds. Vous avez les questions, peut-être, un peu? Madame. Non, moi, je voudrais juste que vous répondiez à une de mes interrogations. J'ai vu le spectacle hier soir et j'ai cru voir l'acteur qui se suicidait
Or, j'ai lu, je me suis allé chercher un petit peu des renseignements sur cette pièce sur Internet, etc., parce que cette pièce m'a beaucoup interpellée. Et j'ai vu que c'était pas, dans certaines critiques, ce n'était pas l'acteur qui se suicidait, mais que c'était Lucas. C'est une erreur de journaliste. Il Ah, a confondu, bon, alors là. Il a confondu les deux. Je lui dis oui. Puis j'ai pas voulu le détromper et le sortir de ce qu'il avait vu. D'accord. Mais bon. non, Lucas se suicide pas, il s'en Oui, va. oui, d'ailleurs, je vous vois là, donc j'ai conclu que voilà. vous ne vous êtes pas suicidé. Et l'acteur est pas là, c'est ben, la bien preuve sûr. effectivement qu'il est mort. D'accord, très bien. Et puis j'ai beaucoup apprécié aussi, mais c'est un clin d'œil, vous dites que vous jouez avec les spectateurs, et hier, il y a eu ce petit intermède de 2 personnes qui ont quitté le... C'était 2 acteurs, ils étaient prévus. Vous mentez là ou vous Non, c'était 2 spectateurs, oui, avec donc et Christophe qui a admirablement joué de cette situation. Oui. Mais c'est avec... vrai que c'est quelque chose qui chez nous, vous avez vu, voilà, n'est pas bon. Bien sûr, ça tenait à Christophe, à la situation et tout ça, mais notre manière de travailler, notre rapport aux spectateurs, et Christophe n'a pas eu besoin de venir me demander quelle attitude avoir. Alors que c'est énorme quand même d'interagir avec un spectateur. Oui, oui, tout à fait. Et donc ça lui a donné la possibilité de... C'est intéressant. C'est tout à fait. Et vraiment, bravo pour l'engagement physique des acteurs qui est absolument époustouflant. Époustouflant. Justement, je voudrais que Laure ou Pénélope disent, en fait, est-ce que la méthode de travail avec Eric entre l'école ou sur les bas-fonds était différente, en fait? Comment ça s'est passé pour toi, Pénélope? Eh bien, c'était... non, dans la continuité. Mais c'est vrai que quand j'ai été propulsée au premier jour des répétitions, j'étais vraiment très... Je rigolais, je disais, je suis dans la cour des grands. Mais c'est vrai que c'était très jouissif d'avoir... Si. Ce qui changeait, c'était qu'à l'école, on travaillait beaucoup à partir d'articles de journaux et de situations qu'on créait. Mais c'était beaucoup à partir de nous. J'étais Pénélope dans plusieurs scènes qu'on créait. Et là, ce qui était très agréable, c'était d'avoir un rôle et d'avoir plusieurs rôles à explorer. Et une idée du rôle qu'on a eu dans notre chambre quand on l'a lu, des films qu'on a vus, des livres qu'on a lus, et d'avoir plusieurs possibilités du rôle et de voir ce qu'on a envie de faire et en même temps ce Eric veut nous faire, ce que le costumier veut nous mettre, ce que la scénographie impose, ce que l'acteur joue en face de toi. Et ça, c'était très jouissif de se sentir tiraillé, c'était oui, très agréable, comme les montagnes russes. Ce qu'on disait hier avant de jouer dans les coulisses, on disait on allait jouer la première là, on disait je sais, Georges il disait ça, il disait ce que je ressens c'est un trop plein et un vide en même temps. Et les répétitions c'était ça, les montagnes russes. Après là où il y a une vraie continuité dans le travail, c'est dans la façon de toujours aller creuser une situation. C'est-à-dire que même quand on travaillait avec Eric sur des articles de journaux ou sur d'autres situations, etc., à chaque fois, le dur du travail va être d'aller creuser une situation, quoi. Et il y a ce côté où et le côté exploration a toujours été présent aussi. Parfois, quand on travaillait sur Constellation, donc sur notre spectacle de sortie, même si c'était pas à partir d'un texte de théâtre, il y avait une certaine situation, et donc on était envoyés plusieurs à explorer cette même chose et à faire des propositions différentes, et après à retravailler à partir des propositions des camarades ou des siennes. Enfin, voilà. Donc il y a cette façon de creuser et de rester plastique, quoi. Enfin, voilà.
dans Constellation, dans votre spectacle, vous étiez que des jeunes sortant de l'école, dernier spectacle. Et là, cette prise de contact et ces jeux avec ces acteurs très chevronnés. Quand on joue, on doit être et crédible dans des choses qu'on n'a pas fait dans notre vie. Et là, de jouer face à ces acteurs qu'on a vu jouer, c'est le secret. C'est le secret de se dire « Ouh là là, je suis en train de sauter dans le vide, je suis en train de sauter dans le vide ». Oui, certains étaient des professeurs, oui, surtout qu'on a eu à l'école. Du coup, c'est encore plus jouissif. C'est se dire oh, on va faire une connerie avec le prof, on le fait, et puis on a la trouille, mais en même temps on le fait. Non, bah c'est un énorme plaisir, bien sûr. Enfin, effectivement, il y avait un petit travail à faire, comme dit Pénélope, de pas se sentir écrasé par le poids des années, enfin voilà. Mais de quoi? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et en même temps, ce qui est, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une communication à double sens aussi, parce que on a fait l'école aussi sous la direction d'Éric, où j'ai l'impression qu'il a, tu me dis si je dis n'importe quoi, hein, qu'il a cherché d'autres choses avec nous, donc il y a une autre partie d'Éric aussi qui s'est dessinée avec nous, donc il y a eu un espèce d'échange comme ça à double sens du j'allais dire Eric New School et Eric enfin voilà, mais en tout cas non, c'était un plaisir et bien sûr très formateur, quoi. Avoir un exercice comptable sur l'exercice du théâtre va nous faire avoir un budget pour l'école, un budget pour la création, un budget pour le truc, et c'est absolument fondamental de pouvoir entendre que en fait les choses sont racontées nécessairement. On doit ranger nos connaissances dans des cahiers différents et savoir ce que coûte l'école, de ce que coûte cette production, mais n'empêche qu'on doit toujours avoir dans l'idée, je fais mon Edgar Morin un peu, mais de relier toutes ces affaires et de dire que c'est ce que tu viens de dire, Laure, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que bien sûr que moi je suis le seul ici à faire partie du conseil pédagogique qui entoure Eric à l'école, et donc effectivement nous on invente, c'est-à-dire quand je parlais du training, ce training il s'est inventé dans les années d'école avec eux lors des stages qu'on a eus, et donc à la fin ce training qu'on fait, il est plus commun aux nouveaux qu'aux anciens qui le découvrent, mais qu'on a mis au point ensemble, etc. Et tous ces rapports de liens qui encore une fois n'ont comme principe que de mettre l'actrice, l'acteur au centre et de le rendre le plus créatif possible, et de penser ce truc que dit Eric, c'est vraiment tout à fait simple, et je pense qu'on a tout compris quand on a dit ça. C'est un acteur, un spectateur, c'est-à-dire qu'il a, pour l'avoir accompagné cette fois pour être son collaborateur artistique, il a l'obsession de qu'est-ce qu'on va retenir de ce truc-là, non pas ça va plaire, ça va pas plaire, etc., mais qu'est-ce qu'on va retenir, qu'est-ce qu'on comprend, et est-ce que j'assume tous les signes qui se développent là, etc., ou est-ce qu'on assume ensemble tous les signes qui se développent là, et puis qu'est-ce que fait l'actrice, qu'est-ce que fait l'acteur, et voilà, c'est vraiment c'est cette définition très simple qui va être au centre et qui passe par la transmission. On voit bien que c'est quelque chose effectivement de très important. Et on pourrait dire pareil ou tu pourrais dire pareil peut-être sur les choses de recherche. Parce que Eric tient beaucoup à ces trucs de recherche, au fait qu'on cherche, on essaie de comprendre des choses. Il a parlé d'études et tout ça, et tout ça est du même ordre, et beaucoup plus. Il y a pas d'un côté l'étude et d'un autre côté la production. Il y a une production qui permet l'étude et qui permettra la production, etc. Il y avait les élèves aussi de la promotion actuelle qui sont venus faire des propositions toutes les semaines des répétitions. Donc ça aussi, ça fait partie de l'iceberg. C'est que nous aussi, quand on était à l'école, on avait participé à Oncle Vania. Donc c'est toute une... C'est long en fait, c'est un long processus. J'aurais une question sur la mise en scène. Je n'ai pas encore vu la représentation. Je fais partie de ceux du public, la moitié qui va le voir ce soir ou un autre jour.
Mais entre la pièce et la mise en scène, j'aurais voulu un peu connaître votre regard, c'est-à-dire les bas-fonds, c'est la misère en Russie en 1905. La représenter sur scène aujourd'hui, c'est forcément un peu la misère de 2017. Entre l'une et l'autre, est-ce que c'est uniquement une question de vocabulaire, d'effacer la distance par des mots effectivement qui renvoient à des réalités trop anciennes? Est-ce qu'il y a eu d'autres choix dans la caractérisation des personnages, par exemple? Parce qu'il y a, si je me trompe pas, il y a la figure d'un aristocrate un petit peu déchu, par exemple, dans les bas-fonds. Enfin, voilà. Tout ça, comment est-ce que vous avez travaillé ça? Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées? On revient un peu à la question du début, ce qu'avait abordé Christophe aussi sur le... Si on n'avait pas travaillé dans la joie, ça aurait pu être quelque chose qui était vraiment dans un marécage existentiel et dans une peinture trop réaliste ou naturaliste qui ne nous intéressait pas. Qu'est-ce que nous, avec notre passé, ou notre vécu, ou notre présent, ou nos rêves futurs, que peut-être n'adviendront pas, à quel endroit se niche la faille de ça? À quel endroit dans mon passé il y a le sans-abri? Qu'est-ce que ça veut dire? À quel endroit aujourd'hui moi j'avais la sensation que le sol se dérobait sous les pieds des gens que je vois dans la rue, et qu'il y avait des abîmes. À quel endroit les abîmes se creusent en nous? À quel endroit les futurs sont impossibles? À quel endroit on peut plus rêver? À quel endroit c'est plié? À quel endroit c'est nos futurs? Donc j'ai plutôt invité les acteurs à travailler à partir de là, à partir de ces failles, humaines, organiques, puisque ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un organisme quand même. Je vous êtes rendu compte qu'on est en train de décrire un organisme vivant, en fait. C'est-à-dire, il y a des cellules qui régénèrent, il y a des agencements, il y a des gens qui sont pas là et qui auraient pu y être, il y a une chose enfouie et qui fait socle, il y a une chose qui se fait de manière intuitive dont parle Christophe. Alors là, on est quasiment dans le végétal, les arbres qui se parlent entre eux sans qu'on le voit et qui communiquent avec les racines profondes. Enfin, donc, on est vraiment dans la description d'un organisme vivant, avec toutes les caractéristiques. Donc, il s'agissait d'interroger cet organisme commun et de voir en chacun où situer ces abîmes sous nos pieds. Donc, c'était ni parler de la misère en 1905, ni parler de la misère aujourd'hui. La trouver à l'intérieur de nous, et pas seulement cette misère, cette joie, ces espoirs, cette difficulté à communiquer, ce vivre ensemble, ce langage commun, cette lutte à mener, et rester debout, qui était un des grands enjeux, qui était, ce sont des gens dignes. Et cette dignité, comment ils arrivent encore à la porter, et comment dans le regard des autres sur le plateau, ça les rend dignes. Parce que je pense, j'ai observé beaucoup, évidemment, les gens dans la rue, et je crois que c'est beaucoup le regard porté par les autres autour d'eux qui leur permettent d'être dignes et de tenir entre eux. Pas le nôtre, évidemment, notre regard, il les tue, tous. Mais entre eux, il y a quelque chose de « Ok, t'es là, je suis là, comment je te regarde ?» Donc c'est de ça dont on s'est nourri pour donner le spectacle que tu verras ce soir. Et puis peut-être aussi que le projet de Gorky, c'est pas tant de décrire la pauvreté que de dire que chez les pauvres, il y a une métaphysique. C'est un projet qu'on pourrait rapprocher de celui de Schwab ou je sais pas quoi pour ceux qui connaissent, de dire que il y a de la pensée, quoi. C'est pas parce que t'as rien à bouffer ou que tu vas mourir beaucoup trop jeune d'une maladie qu'on aurait pu soigner, ce qui est effectivement des situations qui renvoient à des situations d'aujourd'hui et qui étaient des situations de 1906, mais pour autant ça ne t'empêche pas d'avoir une pensée sur
sur le cosmos, sur la place de l'homme dans l'univers, etc. Et donc dans ce cas-là, c'est plus précis. Je veux dire que juste parler d'un pauvre il y a 100 ans et d'un pauvre aujourd'hui, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus une œuvre d'art, quoi, quelque chose qui n'est pas altéré par le temps. Et l'autre chose aussi qui nous est apparue, c'est que il y avait quelque chose qui se lit pas forcément dans la pièce, mais qui nous est apparu dans les répétitions, c'est qu'en fait, une des caractéristiques de la pauvreté intemporelle, c'est le fait de ne pas d'avoir le glissement là, cette chose qui s'en va sous. C'est-à-dire que tu es là en train de trouver un peu de réconfort, etc., avec tes amis qui viennent là, et puis on t'a dit que tu aurais peut-être des papiers que tu pourrais demander demain, puis non, il y a les CRS qui viennent et qui éclatent tout ce qui était ta maison, etc. Et le théâtre peut rendre ça, parce qu'il peut changer de forme. On peut dire, on est parti sur quelque chose de réaliste, et puis là, tout d'un coup, on tourne complètement, quoi. Et nous, ces virages-là nous ont permis métaphoriquement, de rencontrer une espèce de réalité que par ailleurs on répugnait à représenter. On n'allait pas se mettre des trucs qui puent pour que le spectateur sente. Enfin, ça c'est pas représentable. Il faut en faire le deuil tout de suite, quoi. Donc ça parle un peu d'autre chose, quoi, de cette métaphysique des pauvres et puis de cette rupture formelle de la vie précaire. Bonsoir, je suis là. J'ai une question technique. Quand vous jouez en plein air, est-ce que chacun porte un micro? Et si vous portez un micro, est-ce que ça change de jeu entre vous en plein air versus dans une petite salle dans la maison? Non, pas de micro. C'est pour ça qu'on a la voix un peu fatiguée. Voilà. Non, simplement dans notre décor, mais ça en salle aussi, derrière, on est un peu sonorisé quand on est derrière les plastiques, pour ceux qui ont vu. Mais sinon, non, on n'a pas de reprise de voix, mais l'acoustique, elle est très bonne dans cet endroit. Si vous voulez bien, on va... Alors, s'en tenir là, je voudrais quand même une dernière fois attirer votre attention sur le livre qui est disponible ici à la librairie du Printemps des Comédiens, parce que à travers le parcours d'Éric, on a une histoire du théâtre français tel qu'il s'est fabriqué, depuis un certain temps, et en même temps aussi il y a une donnée là qu'on n'a pas abordée ce soir, il y a vraiment aussi de sa part une pensée sur l'état du théâtre aujourd'hui, qui s'appuie sur les expériences qu'il a pu faire successivement. Qu'est-ce que c'est qu'un centre dramatique? Qu'est-ce que c'est qu'une école? Qu'est-ce que c'est que le rapport à l'espace, à la scénographie, et à la place du spectateur? Et en même temps, où se situe le théâtre aujourd'hui? Il y a une vraie pensée, j'oserais dire polémique, mais pas au mauvais sens, pas facile, mais au contraire, qui s'appuie sur son expérience. Et je vous invite vraiment aussi à aborder cela et à partager ses idées, à réfléchir à ce qui vous est proposé, parce que c'est un manifeste de quelqu'un qui a fait cette expérience et qui la continue et qui a des choses à nous dire à propos de l'état du théâtre en France aujourd'hui. Voilà. Et après ces paroles solennelles, je vous remercie beaucoup.